Alors, si vous voulez, donc, alors pour créer donc cette application qui permet donc de gérer les produits, alors voilà l'architecture. Donc, on va commencer par quoi? Donc, nous allons d'abord commencer par créer une base de données. Donc, j'ai besoin de MySQL comme serveur de base de données. Ensuite, on va créer la couche DAO. Alors, la couche DAO, donc, on va créer l'entité produit parce qu'on gère ici des produits. Ensuite, on va créer l'interface et produit dans laquelle on déclare l'ensemble des méthodes. Alors, dans notre cas, quelles sont les méthodes qu'on va déclarer dans l'interface? L'application doit permettre de faire quoi? Ajouter, chercher, éditer, modifier, supprimer. Donc, on va déclarer ces opérations dans cette interface. Alors, on va créer une implémentation GDVC de cette interface dans laquelle on va faire le mapping objet relationnel. Donc, je vous rappelle que ici, donc, on ne va pas utiliser des frameworks. Donc, on va essayer d'écrire le code Java GDVC. Alors, pour établir la connexion avec la base de données, nous allons créer le singleton connection qui va nous garantir qu'il y aura une seule connexion, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Alors, bien sûr, la connexion avec la base de données se fait via les pilotes GDVC. Alors, dans la couche web, nous allons donc créer un seul contrôleur, une seule servlette, mais avec plusieurs vues. Bon, une vue, par exemple, produit.jsp, c'est celle-là, qui montre la liste des produits avec une recherche. Ensuite, il y aura saisirproduit.jsp. Il y a une autre vue, ça c'est confirmation.jsp. Et ça c'est par exemple, bon ça c'est la même vue. Et ça c'est edit produit.jsp. Après vous avez confirmation. Bien, alors en fait, dans notre application ici, donc nous allons essayer de faire les choses progressivement. La première des choses qu'on va faire, c'est que on a besoin donc d'abord de créer une base de données. Alors c'est comme on n'utilise pas de framework, donc ici j'aurai besoin de la base de données. Alors je vais changer de navigateur. Alors donc phpMyAdmin. Donc je suppose que vous aurez besoin d'utiliser donc un outil comme EasyPHP, comme WAMP Server. Ici donc j'ai utilisé XAP. Alors la base de données qu'on va créer, on va l'appeler db-catal, db-catal, créer. Alors dans cette base de données, on va créer une table qu'on va appeler produit. Alors il y aura 4 colonnes. Bon, un produit défini par ID de type int. On sait que c'est la clé primaire. On va utiliser ici primary. Et en même temps, elle est auto-incrémentée. On va cocher ça. La désignation de type varchar. On va supposer qu'il y a 90 caractères maximum. Le prix, qui est de type double. Et après la quantité, de type int. Voilà. Alors je crée donc la table. Alors ça c'est la première des choses, donc je vais créer une table produit. Alors maintenant je vais passer à l'application. Si vous voulez, au niveau de mon architecture, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer la base de données. Alors maintenant, l'étape suivante, donc je vais créer un projet web dynamique qui est basé sur Tomcat. Donc on va créer un projet web dynamique. Alors donc je vous rappelle juste au niveau du workspace, il faut toujours s'assurer dans les préférences de tout d'abord vérifier la version de Java que vous utilisez.
avec install GRE. Donc on voit ici quel GDK que vous utilisez. Alors dans notre cas, j'utilise par exemple dans mon contexte ici Java 8, GDK 1.8, mais sinon c'est à vous de changer et de spécifier et de chercher dans Program Files ou dans votre machine s'il y a une version de Java que vous voulez utiliser, comme par exemple, alors ici, Program Files, Java. Alors ici, donc, je vois que Java 8. Sinon, vous cherchez, par exemple, si la version 64.8. Alors ça, c'est le programme. Java. En fait, c'est vrai que je l'ai pas. Je crois que je l'ai dans. En fait, c'est la seule version que j'ai installée. Il est dans le dossier Tools. C'est-à-dire quand vous installez, vous le mettez là où vous voulez. Alors en tout cas, donc vous avez une version de Java, mais également vous avez une version quel serveur que vous utilisez dans la partie serveur. Runtime Environment, vous spécifiez le serveur. Alors si vous n'avez pas de serveur, vous mettez add et vous spécifiez quel serveur que vous utilisez. Alors dans mon cas ici, c'est Apache Tomcat 8. Next, et vous spécifiez le chemin où se trouve Tomcat. Alors dans mon cas ici, Tomcat 8 se trouve dans le dossier Tools. Donc ça, c'est la partie qu'on a fait la dernière fois. Alors si vous avez cette configuration, donc on va créer un projet web dynamique. Alors Dynamic Web Project. Next. On va l'appeler TP Catalogue. Alors je vais spécifier donc quel serveur utiliser. Ici donc j'ai Apache Tomcat 8. Je vais utiliser l'API Servlet version 3.1. Next. Next. Et après, si vous voulez générer le fichier web.xml, vous cochez Generate Web XML. Sinon, si vous oubliez, parce que souvent c'est le cas, je vais le faire. Après, vous avez un moyen qui vous permet de générer ce fichier web.xml. Je vais vous le montrer. Alors, TP4, c'est bien ça? Alors maintenant, dans notre application, dans les ressources de l'application, dans le code source, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord la couche DAO, ou bien la couche métier. Alors, dans notre cas, donc, on va créer d'abord l'entité produit. Alors, les données manipulées, c'est produit, donc on va la mettre dans un package, par exemple, qu'on va appeler entities. Enfin, les entités, si vous voulez, je peux l'appeler métier. Parce qu'en fait, les entités, généralement, c'est des objets métiers. Qu'est-ce que je manipule dans l'application? Je manipule des produits. Alors, faites un produit. Donc, les entités, d'une manière générale, c'est des classes qui sont sérialisables. C'est pas obligatoire, mais on va commencer à prendre cette habitude. Bon, un produit est défini par ID, qui est de type long. La désignation qui est de type string. Il y a le prix qui est de type table. Et la quantité de type int. Alors vous allez remarquer déjà que je suis en train de faire un double travail. J'ai créé la table et je crée la classe. Alors quand on va utiliser les frameworks, notamment à Hibernate, on ne va pas faire ce double travail. C'est que nous, on va créer la classe et c'est le framework qui va créer les tables. Ou bien l'inverse. Parfois, on crée les tables et c'est le framework qui va générer ces classes. Donc ça, c'est le rôle du framework de mapping objet relationnel. Alors, on va générer les constructeurs sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors, dans le constructeur avec paramètres, je vais me permettre le ID parce que je suppose qu'il est auto-incrémenté. Et je vais générer les getters et setters. Ça, c'est l'entité produit. Qu'est-ce qu'on gère? Les produits. Alors, j'arrête ça parce que là, le serveur est démarré. Alors, ensuite, je vais maintenant créer l'interface et produit DAO. Et produit DAO. Alors, je vais la mettre dans le package, par exemple, je l'appelle DAO. Et produit DAO.
Alors, dans la couche DAO maintenant, c'est quoi le besoin? J'ai besoin de spécifier les méthodes. J'ai besoin d'une méthode qui permet d'ajouter, de chercher, consulter un produit, supprimer. Alors, en principe, je peux déclarer toutes ces méthodes-là. Si vous voulez faire cette conception, public. Alors, pour ajouter un produit, donc, je vais créer une méthode que je vais appeler save. Qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? Un produit P. Bien sûr, la classe produit, il faut l'importer. Parce que ce n'est pas le même package, n'est-ce pas? Alors, la méthode save, je lui donne le produit, il va l'ajouter, mais en même temps, il va me retourner le produit qui est créé. C'est normal parce que souvent, quand vous ajoutez, quand vous faites une inscription, par exemple, il vous retourne les informations sur cette inscription. Alors ça, c'est toujours pratique dans la méthode save de retourner le même objet qui est créé. Au lieu d'utiliser, par exemple, void, vous utilisez la classe produit ici. Alors ensuite, j'ai besoin de créer une méthode qui permet de chercher. Donc il va retourner une liste de produits. Je vais l'appeler chercher, ou bien produit par mot-clé. Alors qu'est-ce que je donne comme paramètre? Le mot-clé. Voilà. Et il va retourner donc la liste des produits. J'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter un produit. Je vais l'appeler getProduit. Alors qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? Le ID. J'ai besoin d'une méthode qui permet de faire la mise à jour de produit. Alors c'est la même chose. La méthode, je peux l'appeler update. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Un produit P. N'est-ce pas? En fait, un produit P. Je lui donne un objet produit, il va le mettre à jour, y compris le ID. Okay. Et après, j'ai besoin d'une méthode qui permet de supprimer. Alors, je peux la déclarer de void, delete produit. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre que le ID, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est l'interface. Alors, quand je crée l'interface, je joue le rôle d'un concepteur. Parce que ça, c'est de la conception. Donc, ça veut dire, je sais, en quelque sorte, je sais maintenant quelles sont les différentes opérations que je dois définir dans mon application. Alors, je vous rappelle que quand je crée une interface, je joue le rôle d'un concepteur. Quand je crée une classe, je joue le rôle d'un développeur. Alors maintenant, je vais justement créer une implémentation de cette interface. Toujours dans DAO, je vais créer une classe. Je ne sais pas si j'ai défini toutes les méthodes. Presque. C'est bon. Alors, je vais créer une classe que je vais appeler produit DAO implémentation. Alors maintenant, dans cette classe, je vais faire le mapping objet relationnel. Alors cette classe-là va implémenter l'interface I et produit DAO. Alors maintenant, le développeur, quand il implémente l'interface, il a besoin de redéfinir les méthodes. Alors, on va redéfinir les méthodes. Maintenant, voilà les méthodes qu'il faut redéfinir. Alors tout ça, on va faire ce mapping objet relationnel. Mais pour faire ce mapping objet relationnel, j'ai besoin de la classe singleton connection, n'est-ce pas? Alors, pour ne pas créer une connexion pour chaque requête, ce qui va être trop lourd pour le serveur, nous allons astucieusement choisir un design pattern qui est singleton, qui va me garantir qu'on va créer une seule connexion, quel que soit le nombre d'utilisateurs de l'application, ce qui va permettre d'économiser les ressources au niveau du serveur, mais également au niveau de la base de données, au niveau du serveur de base de données. Alors, je vais créer donc cette classe singleton connection. Singleton connection. Alors en fait, un singleton, c'est une classe dans laquelle je vais déclarer un objet statique qui est de type connection. La connection du package java.sql connection. Alors quand est-ce que je vais créer donc cette connexion? Dans le bloc statique. Donc je vous rappelle que en fait le bloc statique, quand une classe est chargée en mémoire, le premier bloc qui va s'exécuter c'est le bloc statique. Donc si vous voulez créer un objet une seule fois, le meilleur moyen c'est de le créer directement dans le bloc statique. Alors dans ce cas-là, pour créer la connexion, j'ai d'abord besoin de charger le pilote JDBC. Alors pour charger le pilote JDBC, je vais utiliser class.forName.
Alors pour MySQL, le payload GDBC, c'est comme .mysql.gdbc.driver. Alors j'ai besoin de faire un try catch parce que si le payload n'existe pas, donc il y aura une exception class not found exception. Et après je crée la connexion. Connexion égale driver manager point get connection, et la connexion c'est gdbc .mysql localhost. Le port c'est 3306, il ne faut pas se tromper. Ça c'est MySQL. D'ailleurs, si vous regardez sur Xampp, vous trouvez Apache, il utilise quel port? C'est 80, n'est-ce pas? Mais il utilise également le port 443. Mais MySQL utilise le port 3306. Donc je suis en train de me connecter à MySQL et non pas Apache. Il ne faut pas se tromper. Slash, le nom de la base de données, je l'ai appelé dbcatal, username, le nom de l'utilisateur, je vais utiliser root, et le mot de passe, chaîne 8. Alors la même chose, j'ai un autre catch, cette fois-ci c'est SQL exception. Pour ne pas ajouter un autre catch, donc je vais utiliser catch exception. Et après, donc, je vais juste ajouter la méthode getConnection. Alors la méthode getConnection, ça doit être une méthode qui est également statique, qui permet de retourner la connexion. Je vais l'appeler getConnection. Bon, c'est un getter si vous voulez. Return connection. Alors, qu'est-ce qui manque? Public static connection get. Alors en fait, si vous voulez, il y a un petit détail également, c'est que dans si vous générez vous allez voir, si vous générez le getter, ici, get connection, alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a la méthode getConnection, on ne l'a pas placée dans le bon endroit, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est pas normal. Il faut la placer après le bloc statique. C'est pour cela que ça n'a pas marché. En fait, ça, c'est une méthode getConnection que vous pouvez générer en tant que getter. Bon, getConnection. Alors, la méthode getConnection va retourner tout simplement l'objet connection qui est déjà créé quand est-ce au moment du chargement de la classe en mémoire. Donc ça c'est le design pattern singleton tout simplement. Alors dans ce cas-là, donc je vais revenir à produit implémentation. Bon, pour le moment je vais définir deux méthodes. La première c'est save d'abord. Alors par exemple je veux enregistrer des produits, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'une connexion. Alors connexion, alors pour cela donc j'appelle la classe singleton connection.getConnection. Alors si c'est la première fois que j'appelle cette méthode, la méthode getConnection, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand j'appelle getConnection, la classe doit être chargée d'abord en mémoire. Et si la classe est chargée en mémoire, il y aura la connexion qui va être créée. Et après, il va me retourner la connexion qui est créée. Mais si c'est une autre fois, c'est pas la première fois, ben, tout simplement, il va me retourner la connexion qui est déjà créée. Donc, ça veut dire qu'ici, donc, j'ai une seule connexion dans mon application. Alors ensuite, on va créer l'objet prepare statement. PS égale à connection.prepare statement. Alors dans notre cas ici, la requête qu'on va préparer, c'est quoi? C'est insert into la table produit. Alors je vous rappelle les colonnes, donc c'est désignation, virgule prix, virgule quantité. Et après values. Et après on va mettre 3 points d'interrogation. 1, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation.
Et après, on va remplacer ces points d'interrogation par leur valeur. Mais avant ça, on va faire d'abord un try catch. Voilà. Alors, ps.set, le premier paramètre, il est de type string. Donc, je vais utiliser setString. Le premier point d'interrogation, je le remplace par p.getDésignation. N'est-ce pas? Parce que tout ce que je connais ici, c'est un objet produit. Le deuxième point d'interrogation, il est de type double. Donc, je vais utiliser setDouble. setDouble. Deuxième point d'interrogation, on va le remplacer par p.getPrix. ps.setInt. Le troisième point d'interrogation, c'est la quantité. getQuantité. J'exécute la requête ps.executeUpdate. Alors, quand il s'agit d'une requête select, c'est executeQuery. Quand il s'agit de insert, delete, update, c'est executeUpdate. executeUpdate. Et après, vous fermez l'objet preparStatement avec close. N'est-ce pas? Alors, vous fermez l'objet preparStatement, mais ne fermez pas la connexion. Alors, ça, c'est si vous faites connection.close. Quand vous utilisez un singleton, il ne faut pas fermer de connexion. Pourquoi? Parce que la connexion, elle est créée une seule fois. Il ne sera pas fermé. Parce que si vous la fermez, il faudrait un mécanisme qui permet encore de la recréer à chaque fois. Donc, on ne ferme pas de connexion. Parce qu'il s'agit d'un singleton. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner le produit P que nous avons ajouté. Mais il y a un petit problème. Le produit que j'ai donné, il contient la désignation, le prix, la quantité, mais le ID. Donc, le produit que je vais retourner, il doit contenir le ID qui a été ajouté. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'exécuter encore une requête select pour récupérer le ID. Alors, comment je vais faire ça? Je vais créer un autre objet preparStatement, ps2, égale connection.preparStatement. C'est quoi cette fois-ci la requête? Select max. C'est le dernier ID. Max ID, n'est-ce pas? Max ID as max ID as max ID si vous voulez la colonne from quoi? From la table produit. J'exécute la requête. Alors, donc resultsat rs égale à quoi? C'est ps2.executeQuery. Et après, je vais récupérer ce ID. Alors, if, généralement, il faut utiliser rs.next. Si vous voulez vous poser if rs.next, c'est-à-dire s'il y a un enregistrement. Parce que de toute façon, s'il y a un enregistrement, on va se positionner sur l'enregistrement. Alors, je récupère la colonne directement max ID, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, quoi est égal P? Le produit, .set ID. À quoi est égal le ID du produit que nous avons ajouté? C'est rs.getLong. La colonne s'appelle max ID. C'est ça? La requête a une colonne qui s'appelle max ID, qui représente le max de ID. Parce qu'en fait, quand vous avez des colonnes calculées, il faut leur donner un nom. Comment? Les? Justement, il est auto-increment au niveau de la base de données. Mais maintenant, j'ai besoin de l'afficher au niveau de l'interface utilisateur. Tu vois? Donc, je viens d'ajouter un produit, mais en même temps, je vais retourner le produit qui est ajouté. Mais le produit qui est ajouté, il a un ID. C'est quoi cette valeur? C'est celle que c'est.
Alors, si vous voulez, ça c'est juste un petit détail. Exactement. Alors, regardez, parce que dans notre application, généralement dans l'application, vous avez ça. Regardez. C'est clair ici, regardez. Quand je vais saisir le produit, qu'est-ce que je vais donner? Je vais saisir la désignation, le prix, la quantité. Quand je clique sur Save, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez. Je vais avoir le produit ajouté, c'est ça, avec son ID. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de retourner le ID parce que l'auto-incrémentation se fait au niveau de la base de données. La requête de sélection, il va me retourner uniquement l'ID. C'est ça. Il va me retourner ici, max. Uniquement l'ID. Oui. Il va me retourner que max ID. À l'aise de l'annexe. Non, parce que de toute façon, quand vous faites un select, il faut toujours faire un next obligatoire pour se positionner sur le premier enregistrement. Parce que là, on est sûr qu'on a un seul enregistrement. Quel que soit, et qu'on ait un ou deux ou trois, il faut toujours utiliser next. Alors, quand tu as plusieurs, généralement, vous utilisez while rs.next, parce qu'il y a une boucle. Mais s'il y a un seul, vous mettez if rs.next, s'il existe. N'est-ce pas? Alors, mais après, il faut vérifier. C'est bon? Alors, la deuxième qu'on va vérifier, après, juste avant la pause. On vérifie d'abord cette première, d'accord? Et après, on prend la pause. Et après, on revient pour la suite. C'est mieux? Louis n'a pas la tête ici. Non, je suis Hein? Presque. Alors, on va vérifier. Alors, pour vérifier, donc, on va créer une classe qu'on va appeler testDAO. Classe testDAO avec la méthode main. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va créer un objet de quelle classe? Produit DAO implémentation. DAO égale new. Produit DAO implémentation. Je vais ajouter des produits. Alors, pour ajouter un produit, je déclare un produit P1 égale à quoi? C'est DAO.save. Je vais enregistrer un produit. J'importe le produit. Je vais enregistrer un produit new produit et je donne les informations. Alors, par exemple, ici, donc, je vais utiliser un produit quelconque avec un prix, une quantité. C'est ce produit que tu veux? Mais c'est juste de l'aléatoire. Je vais créer un produit, donc je vais également enregistrer P2 et P3. Bon, je vais utiliser ici, c'est une imprimante, HP, etc. Epson. Une quantité. Ça, c'est le prix. C'est la quantité. C'est bon? J'ai deux produits qui sont ajoutés. Mais si vous voulez, pour vérifier, il faut les afficher. Bon, on peut bien exécuter. Mais vous allez voir déjà, il y a une exception qu'on va voir. Il vous dit class not found exception. C'est sûr. Vous avez, regardez, il vous dit com.mysql.jdbc.driver. Alors c'est quoi ça? C'est le pilote GDBC. Donc le pilote GDBC, c'est un fichier que vous devrez, c'est un jar que vous devrez avoir dans votre projet, n'est-ce pas? Alors je vais le chercher. Alors j'ai le pilote GDBC ici. Alors on va le placer dans le dossier lib. Ça s'appelle MySQL Connector. Il est là. CTRL-C. Ben, il suffit de le mettre dans le dossier lib. Content, webinf, lib. Alors c'est bien ça le pilote GDBC. Il faut l'avoir. Et après j'exécute. Alors j'exécute. Alors a priori il n'y a pas d'exception. Je regarde la base de données. Afficher. Alors je vois ici donc les données qui ont été enregistrées. Donc j'ai fait le premier test, mais il faut qu'on vérifie au niveau de l'application. Je vais afficher les informations sur le produit, n'est-ce pas? J'ajoute le produit, je l'affiche. Parce que la méthode, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne le produit ajouté. Alors pour cela, on va juste, pour faire plus simple,
on va générer la méthode toString, qui est souvent utile dans la classe produit. La méthode toString, bon, parce que la méthode toString, il va me retourner tous les attributs de l'objet produit. Et dans testDO, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher P1.toString et j'affiche P2.toString. Alors, en principe, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez, les produits qui ont été ajoutés. Regardez le ID, c'est combien? Il y a 3. Parce que je viens de rajouter encore 2, n'est-ce pas? Je réexécute, je vais avoir les mêmes produits ajoutés, mais cette fois-ci, ça va être encore 5. Donc, ça signifie que ce que nous avons fait est correct. Alors, après la pause, on va passer à la suite. Bien. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, vous avez compris cette première partie? Alors, ça, c'est pour l'ajout d'un produit. Maintenant, on n'a pas encore implémenté toutes les méthodes. On va juste implémenter la méthode qui permet de chercher les produits. Donc, on va reprendre pareil. Alors, pour chercher les produits par mots-clés, on va créer à nouveau, connexion. Alors, connexion égale singleton connection.getConnection. Oui? Vous pouvez déclarer un objet connection, mais à chaque fois vous utilisez connection égale singleton.getConnection. C'est pareil. Ça change rien. Ça change rien. Ça veut dire qu'en principe, dans des implémentations comme ça, créer des méthodes indépendantes. Ça veut dire que cette méthode, elle est indépendante des autres méthodes, donc c'est un peu ce qu'on fait. Alors, on crée l'objet prepare statement. Alors, PS égale connection.prepare statement. Alors, dans notre cas ici, la requête qu'on va préparer, c'est select étoile from produit, la condition where désignation. On va utiliser le like point d'interrogation. Et après, on va remplacer on va faire d'abord un try catch. Et après, on va remplacer le point d'interrogation par sa valeur. Alors, ps.setString 1, on va le remplacer par le mot-clé MC, n'est-ce pas? Et après, on exécute la requête. Alors, pour exécuter la requête, on va utiliser resultSet rs égale ps.executeQuery. Et on va essayer donc de parcourir le resultSet ligne par ligne en utilisant while rs.next. Alors, pour chaque ligne, on va créer, donc ça c'est ce que nous avons oublié tout à l'heure, il faut créer d'abord une liste de produits. Bon, une liste de produits. Alors on va appeler produit égale new ArrayList. Je crée une liste de produits. Donc pour chaque ligne, je vais créer un produit. Donc là je fais le mapping objet relationnel. Produit P égale new produit. J'utilise le constructeur sans paramètre. Et après j'utilise les setters. Quoi est égal au ID du produit? C'est rs.getLong. La colonne s'appelle ID. Ça veut dire que je prends la valeur de la colonne ID et je vais la mettre dans la variable ID. p.setDésignation rs.getString. La colonne s'appelle désignation. La même chose, je prends la colonne désignation, je la stocke dans la variable désignation. setDouble, c'est pas double, setPrix. C'est rs.getDouble. La colonne s'appelle prix. p.setQuantité, c'est rs.getInt. La colonne s'appelle quantité. Et là, vraiment, on est en train de faire durement ce mapping objet relationnel, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose d'important à connaître. Alors maintenant, cet objet produit qu'on a créé, il faut l'ajouter à la liste. Donc on va utiliser produit.add.
Alors, et après, on passe à la ligne suivante. rs.next, je crée le produit, je stocke les données de la ligne dans le produit, et à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? La liste des produits. Et si on teste, ici, donc je veux par exemple chercher des produits. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je déclare une liste de produits. Prod égale c'est l'objet DAO. Point, j'appelle la méthode produit par mot-clé. Je donne par exemple H, mais je mets un pourcentage avant et un pourcentage. Ça veut dire dans le mot-clé, je peux mettre les caractères génériques. Ça veut dire quoi pourcentage? Ça veut dire quels que soient les caractères avant, quels que soient les caractères après. Donc je veux tous les produits dont la désignation contient la lettre H. Après je fais la boucle. For, pour chaque produit P de la liste des produits, donc j'affiche les informations sur le produit. System.out.print, c'est p.toString. ToString, il contient toutes les méthodes. Ça, c'est prods, comme ça. La même chose, donc j'exécute, je teste. Alors, a priori, donc, tout marche bien. Donc, j'ai ajouté des produits. Je vois que les produits dans la désignation contiennent le mot-clé H. Alors, ça veut dire que les deux méthodes, donc, je viens de les tester, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, avant de terminer les autres, je vais passer à la couche web. Bon, au fur et à mesure que j'ajoute les fonctionnalités, je reviens pour compléter les autres méthodes. Donc, je reviens à notre modèle, notre architecture. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la base de données, on a créé la classe produit, on a créé une interface dans laquelle on a déclaré les méthodes, on a créé une implémentation de cette interface en utilisant un singleton connection. Donc, on a montré comment faire le mapping objet relationnel et on a testé. Alors maintenant, on va passer à la couche web dans laquelle on va créer donc voilà la première partie qu'on va créer, c'est celle-là. Donc je veux créer une application qui permet de chercher les produits par mots-clés, d'accord. Et après, je vais ajouter les produits. C'est bon? Bien. Alors, si vous voulez, donc si vous voulez soigner en quelque sorte le design de notre application web, nous allons utiliser le framework Bootstrap CSS. Alors, pour l'utiliser, alors je suis dans la couche web, dans le dossier web content. Si vous voulez, je vais le faire tout à l'heure quand je vais arriver à la partie view, les vues de l'application. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le modèle. Alors, nous avons dit que pour respecter le modèle MVC, ici, donc, j'ai besoin de créer le modèle. Alors, pour moi, le modèle, c'est une classe que je vais créer, que je vais appeler produit modèle. Bon, je la mets dans le package web. Maintenant, je suis dans la couche web. Alors, c'est quoi le modèle? Le modèle, c'est un objet qui permet de stocker les données qu'on va saisir. Alors, qu'est-ce qu'on va saisir comme données? C'est le mot-clé. Et qu'est-ce qu'on va afficher comme résultat? Une liste de produits. Voilà. Produits. Je vais l'initialiser par new array list. Array list de produits. Parce qu'il faut importer les packages. Et après, je vais générer les getters et setters. Alors, ça, c'est le modèle. OK? Le contrôleur. On va créer le contrôleur, c'est une servlet. On va l'appeler contrôleur servlet. Là, je vous rappelle qu'une servlet, c'est quoi? C'est une classe qui hérite de la classe HTTP servlet. Alors, notre contrôleur, alors si on regarde l'architecture, généralement, le contrôleur a besoin de la couche métier, n'est-ce pas? Alors, dans notre cas, la couche métier, il n'existe pas, parce que pour nous, la couche métier, c'est la couche DA. C'est la partie dans laquelle on fait le mapping objet relationnel. Si vous voulez, notre couche métier, c'est bien la couche DA pour le moment.
C'est bon? Alors ça veut dire que dans le contrôleur, dans notre servlet, on a besoin de déclarer une variable, en fait un objet de quel type? De type produit DAO. Alors, donc si on veut utiliser le couplage faible, on va utiliser l'interface. Si on veut utiliser le couplage fort, on va utiliser la classe. Alors dans un premier temps, on ne va pas utiliser l'injection des dépendances via Spring, donc ce qui fait que j'ai besoin de déclarer un objet de type IPRODUIT-DAO. Pour moi, ça c'est l'objet, je vais l'appeler métier. Pour moi, c'est ça la couche métier. Alors quand est-ce qu'on va l'instancier? De préférence, de le faire dans la méthode init. Init. Alors dans la méthode init, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ces métiers égale à quoi? Égale new class. Alors ici donc j'utilise un couplage fort. J'instancie la classe et la classe s'appelle produit DAO implémentation. Donc ici donc je viens d'instancier la couche métier. Alors pour le moment j'ai utilisé ça, mais nous allons voir à la fin quand on aurait terminé, on va voir comment utiliser Spring pour faire l'injection des dépendances. Autrement dit, donc on va exploiter le premier concept qu'on avait vu avant pour garder toujours le principe du couplage faible entre les différentes classes de l'application. Je vais définir la méthode de get. Alors pour le moment, la méthode de get, si on commence plutôt progressivement les choses, donc vous avez deux paramètres, HTTP servlet request et HTTP servlet response. Alors généralement, quand vous appelez le contrôleur, il va afficher la vue. Pour faire un forward vers la vue, on va utiliser request.getRequestDispatcher. On va créer une vue qui s'appelle produit.jsp. Forward. Alors, quand on fait un forward, on transmet deux objets, plutôt l'objet request et dispatch. Alors maintenant, si pour tester, on a besoin de créer la page JSP. Alors on va faire ça. Alors la page JSP, on va la mettre dans Web Content. Donc JSP file. Le fichier s'appelle produit.jsp. On va utiliser une page HTML5. Ça. Le titre de la page. Oui. Après, bon, dans un premier temps, on fait des trucs comme ça, un simple test, n'est-ce pas? Puis vérifier. Et pour que ça marche, il faut déployer le contrôleur. Alors, pour déployer une servlet, nous avons dit qu'il existe deux solutions. Soit le fichier web.xml, soit la notation. Alors, le fichier web.xml ici n'est pas là. Rappelez-vous, quand on a créé le projet, on ne l'a pas généré. Alors, si vous voulez utiliser le fichier web.xml, vous pouvez faire ça. Si vous ne l'avez pas généré au début, donc vous cliquez avec le bouton droit, vous cherchez Java Enterprise Edition Tools et vous avez ici générer Deployment Text Character Stub. Alors ça vous permet de générer le fichier WebXML si jamais vous l'oubliez. Okay? Alors ici donc je vous rappelle que pour déployer une servlet, soit qu'on la déclare dans le fichier web.xml, soit on utilise la notation web servlet. Alors si vous voulez pour faire plus vite ici pour le moment, et après on va revenir à la fin pour la notation web servlet. Bon, je préfère pour le moment créer tout en web XML et à la fin on va changer avec les annotations. Alors dans le fichier, pour déclarer une servlet, pour déployer une servlet dans le fichier web XML, vous utilisez le servlet name, on va lui donner un nom, servlet class. Alors la classe s'appelle contrôleur servlet qui se trouve dans le package web. Alors il faut bien regarder ce que vous créez là. Donc mon package s'appelle web, la classe s'appelle contrôleur servlet. Et après on va spécifier quels sont les URL patterns. Alors je vais utiliser servlet mapping. Dans servlet mapping vous avez deux éléments, servlet name et URL pattern. Alors, c'est quoi URL pattern? On va utiliser étoile.do. Alors, étoile.do, ça veut dire que toutes les URL qui se terminent par .do, par exemple. C'est bon?
Alors, on va tester. On démarre le serveur. Alors, le serveur. Alors, si le serveur, vous n'avez pas de serveur créé, instance de serveur, vous cliquez sur New Server et vous cherchez l'instance du serveur que vous avez installé. Serveur Tomcat 8, Next, Finish. Alors, pour déployer une application, donc, il faut utiliser Add and Remove. Donc, le projet, comme il s'appelle TP4, il faut le déployer. Et vous démarrez le serveur Tomcat. C'est bon? Alors, donc on va tester avec localhost. En fait, Tomcat il est démarré. Il faut toujours regarder la console s'il n'y a pas d'exception. Alors ici, regardez le port utilisé par Tomcat. Alors dans notre cas, c'est le port, c'est 80-80. Il est là. Donc localhost 80-80 / le projet s'appelle TP. TP4. TP4. Alors TP_4 /. Alors maintenant on peut mettre par exemple test controller.do. Je peux mettre n'importe quoi .do, n'est-ce pas? Alors si votre configuration est bonne, donc vous allez avoir ici test. Alors dans la vue. Alors pour le moment, donc je veux juste chercher les produits. Après on va voir comment gérer les autres actions. Alors dans notre vue, nous aurons besoin d'utiliser Bootstrap comme framework CSS. Alors en fait, pour utiliser Bootstrap, il suffit de chercher un fichier bootstrap_min.css. Elle est là, je vais le prendre. Copier. Copier. On va le mettre où? On va le mettre dans Web Content. On va créer un dossier qu'on va appeler New Folder CSS. CTRL V. Bon, nous avons ici donc le framework Bootstrap. On va l'utiliser dans notre page produit. Alors, produit.jsp. Alors pour l'utiliser, donc on va le déclarer en tant que feuille de style. Link. Donc rel égale style sheet. C'est bien écrit? Le type texte /css et après href on va utiliser le dossier css bootstrap_min.css. alors si vous voulez avec Bootstrap, si vous voulez créer des boîtes de dialogue comme ça, c'est ce qu'on va faire. Donc on veut créer des boîtes de dialogue de ce type-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des divs. On crée un div en principe alors en fait un div qui utilise la classe panel. Ça c'est une classe Bootstrap panel. On va utiliser le style panel primary, c'est en bleu, c'est le style dans lequel il y a, on va mettre l'entête div, le panel. La classe s'appelle panel hidden. Alors ça c'est le titre, recherche des produits, par exemple. Recherche des produits. Il y a un autre div avec la classe panel body. Bon, c'est ici qu'on va mettre notre formulaire de recherche ici. Alors si vous actualisez, bon, vous vérifiez est-ce que tout marche bien.
Vous allez voir une boîte de dialogue. Donc ça, c'est le titre panel. Et après, ça, c'est body. On n'a pas besoin, on ne veut pas qu'il remplisse toute la largeur de la page. On va essayer d'arranger ça. On va créer un div. Un div qui va envelopper tout ça, dans lequel je vais utiliser class container. En fait, la classe container, donc vous allez voir déjà par défaut, donc vous avez des margines left et right. Et après, donc si vous voulez pas qu'il occupe, vous voulez qu'il occupe que. Alors je vous rappelle juste que Bootstrap, en fait, il divise une page en 12 colonnes. On peut utiliser comme ça, col, MD, medium. Alors pour un écran medium, on va utiliser, par exemple, on va utiliser 9 colonnes. MD, allez, MD 10. 10 colonnes. Alors vous avez 10 colonnes. Alors 10 colonnes, si vous voulez qu'elles soient centrées, on va faire col, MD, offset 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va décaler d'une colonne. Bah, en principe, vous avez ici une colonne, d'accord? Vous avez là combien de colonnes? C'est 10 si vous avez une colonne. C'est juste. Alors on va bricoler un petit truc là pour le moment. On va mettre un petit P pour mettre un peu d'espace, n'est-ce pas? Juste un petit espace là. Alors ici donc je vais créer maintenant. Donc ça c'est jusque-là c'est du HTML, n'est-ce pas? HTML, Bootstrap, CSS, donc c'est purement du design. Alors moi ce que je veux faire, je veux chercher des produits. Alors pour chercher des produits, donc je vais créer un formulaire qui va utiliser la méthode get. Alors généralement, quand on cherche, quand on veut juste consulter, on utilise get. Mais quand est-ce qu'on utilise post? Quand on veut ajouter, ou bien quand on veut faire la mise à jour, ou bien quand on veut par exemple supprimer et d'autres opérations. Alors c'est pour cela donc généralement les formulaires de recherche on utilise get, mais on peut utiliser post aussi. Alors quand je valide, je vais appeler une action que je vais appeler chercher point 2. Donc pour moi, point 2, ça veut dire que je passe toujours par le contrôleur. Mais l'action s'appelle chercher. Ce qui va me permettre par la suite de faire la distinction entre les différentes actions que je vais utiliser au niveau de la vue. Alors ici, donc, je vais utiliser donc, un formulaire simple. Alors je vais utiliser un label. Mot-clé. Je vais créer un champ de texte, input typical text, name égale mot-clé. Et après, je crée un bouton. Input. Si vous voulez, pour ne pas mettre input type submit, vous pouvez utiliser directement bouton type égale submit. Le bouton, le texte est cherché. Alors on aura quelque chose comme ça. Voilà. Mot-clé cherché. Alors on va changer on va donner une classe CSS sur le bouton. On va utiliser la classe btn. C'est un bouton btn. On va utiliser la même couleur primary. Primary c'est bleu. Enfin c'est ce bleu là. Donc on aura quelque chose comme ça. Alors ici donc j'ai mon formulaire. Je vais taper un mot-clé, je cherche. Normalement, on va appeler encore le contrôleur. Mais le contrôleur, on fait rien, n'est-ce pas? Alors maintenant, dans le contrôleur, on va dans la méthode dans notre contrôleur, qu'est-ce qu'on va faire? Ici. Dans notre méthode get, il faut lire le mot-clé. Mais quand est-ce qu'on va lire le mot-clé? Uniquement quand l'action est slash chercher, point 2, n'est-ce pas? Parce qu'il y a d'autres actions qu'on va faire par la suite. Alors, si vous voulez connaître l'action utilisée par l'utilisateur pour accéder à la servlette, si vous voulez le path utilisé pour accéder à la servlette, on va déclarer une variable path égale, c'est l'objet request,
get servlet path. Servlet path, comme ça. Alors, si vous voulez servlet path, il va retourner. Qu'est-ce qu'il retourne? Il va me retourner ça, slash chercher.2. Donc, c'est très utile dans les contrôleurs. Alors, donc, je connais maintenant, si vous voulez, l'action, et je fais un test. If, par exemple, path.equals slash chercher.do, je fais quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je lis le mot-clé. String mot-clé égale request.getParameter mot-clé. Je fais appel à la couche métier pour récupérer la liste des produits, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle que si on respecte MVC, le mot-clé qu'on récupère, il faut le stocker dans le modèle. Alors, on a déjà créé le modèle, on l'a appelé produit modèle égale new produit modèle. On instancie le modèle. Dans le modèle, on va stocker le mot-clé. Cette mot-clé de quoi? De mot-clé. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Les données saisies, je les stocke dans le modèle. Ensuite, je fais appel à la couche métier. Liste des produits égale métier.chercher. En fait, c'est produit par mot-clé. Qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner le mot-clé. Mais je dois lui ajouter un pourcentage avant, n'est-ce pas? Et un pourcentage après. Ça veut dire que je veux, quels que soient les produits, plutôt, quels que soient les caractères avant, quels que soient les caractères après. Je vais importer la classe produit aussi. Alors, j'ai la liste des produits. La liste des produits, on va la stocker encore dans le modèle. Alors, modèle.setProduit égale à quoi? Égale produit. Alors, maintenant, j'ai la liste. Maintenant, le modèle, on va stocker dans l'objet request. Dans l'objet request, on va ajouter un attribut qui s'appelle modèle. Modèle. Et c'est quoi la valeur? C'est l'objet modèle. Une fois que je termine, je fais un forward vers la vue, n'est-ce pas? Alors le forward vers la vue, CTRL X, je la mets ici. C'est bon? Et le seul problème, si vous la mettez là, c'est qu'au début, quand on va appeler la page la première fois, on ne va pas l'appeler par chercher, n'est-ce pas? Alors on va faire quelque chose de très simple. On va ici faire if path.equals slash index.do. Alors si j'appelle index.do, ici je vais utiliser else if. Si je fais index.do, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais juste retourner la vue, n'est-ce pas? Ça veut dire quand je vais taper index.do, il va me donner la page JSP. Quand je vais chercher, il va me donner ça. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas utilisé les annotations après smoking, ça va faciliter. Je vais utiliser après smoking, dans les méthodes pour voir. Request mapping. Oui. Mais ça c'est Spring, on n'a pas encore abordé Spring. Alors justement parce que les frameworks c'est l'étape après. Maintenant vraiment on est en train de créer une application sans utiliser aucun framework. Et c'est très intéressant, pourquoi? Parce que quand vous allez travailler avec Spring MVC, ben vous allez voir qu'en fait Spring MVC, qu'est-ce qu'il fait à votre place? C'est le code qu'on est en train d'écrire. C'est très important. C'est bon? Alors, on va vérifier. Alors maintenant, on fait un forward vers la vue. Et dans la vue, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va afficher un tableau. N'est-ce pas? On va utiliser GSTL pour afficher. On va créer notre tableau ici. On revient à la vue. Alors, table.
On va utiliser TR. Alors, quelles sont les colonnes de notre tableau? TH. Alors, je vais afficher le ID. Désignation. Prix. Quantité. Et après, on a besoin de faire une boucle, n'est-ce pas? Pour chercher les produits. Et pour chercher les produits, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser soit GSP standard ou bien GSTL. Alors, si vous voulez travailler avec GSTL, il va falloir ajouter des fichiers .jar à votre dossier lib GSTL. Alors, où est-ce qu'on va les trouver? En principe, si vous avez Tomcat, dans Tools, à page Tomcat 8, vous allez vers Web App, exemple. Vous trouvez dans lib, voilà, tag lib standard. Les tags lib standard, ils sont là. Vous prenez ces deux fichiers .jar et vous les ajoutez au dossier lib. Alors en fait, ça c'est deux fichiers .jar que vous aurez besoin si vous voulez travailler avec GSTL. Alors ça veut dire quoi? Pour utiliser GSTL, donc je vous rappelle ce que je viens de montrer tout à l'heure. Il suffit de déclarer un tag lib en utilisant tag lib pourcentage tag lib l'URI. Alors, URI, on va spécifier. D'ailleurs, si vous mettez CTRL espace, regardez, il va vous afficher toute une liste de tag lib. Parce qu'en fait, tous ces tag lib là, ils se trouvent dans les fichiers .jar que j'ai copiés je viens de copier. Sinon, vous ne les aurez pas. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est là, GSP, GSTL core. On va lui donner un préfixe C. Voici tout. Et après, maintenant, je vais faire une boucle. J'ai besoin de faire une boucle en utilisant C2.forEach. For each, c'est une boucle. Pour chaque items. Alors maintenant, je vais chercher quoi? Je vais chercher sur la liste. Où? Dans le modèle. Comment il s'appelle? Dans l'objet request, j'ai stocké un objet qui s'appelle modèle. Donc je dois écrire, c'est l'objet modèle, $. Alors ça veut dire quoi, $accolade? Ça veut dire que pour lui c'est une expression. Je suis en train de demander à GSTL de me chercher dans le contexte, c'est-à-dire dans l'objet request, un attribut qui s'appelle modèle. Pour moi, modèle c'est un objet qui contient une liste qui s'appelle produit. Donc il va chercher la méthode getProduit pour récupérer cette liste. Alors, et après je vais lui donner un nom de variable P. Alors ça veut dire quoi? Pour chaque produit P dans la liste des produits qui se trouvent dans le modèle. Je vais créer des lignes avec plusieurs TD. Alors pour afficher, on va utiliser encore l'expression $accolade P, l'objet P, point, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est ID. Je fais CTRL-C, CTRL-V et j'affiche les autres. Ça c'est désignation, ça c'est le prix, ça c'est la quantité et ça c'est, je ne suis pas en règle. Je ne sais pas pourquoi on affiche ça. Alors on va regarder ce qui va se passer. Regardez. Alors dans notre contrôleur, déjà il sait répondre à deux choses. Index.do. Et index.do, il me donne la page JSP, n'est-ce pas? Quand je vais chercher HP, je cherche. Regardez, j'appelle quelle action? C'est chercher .do. Il va chercher les produits, il va les récupérer, il va les ajouter au modèle et je reviens à la même vue, n'est-ce pas? Alors juste pour cette liste-là, on va d'abord utiliser un peu on va utiliser encore Bootstrap. Alors table, on va utiliser une classe qui s'appelle table, tout court. Table. Actualiser. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Voilà. Alors c'est pas moi, je vais pas passer du temps à utiliser mes styles CSS, mais Bootstrap, il contient tout ça. Alors si vous voulez utiliser, par exemple, dans les tableaux, vous voulez
avoir une ligne en blanc, une ligne en gris. Il y a une autre classe qui s'appelle table stripped. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça sur le... Vous le voyez? Gris, blanc, gris, blanc, gris, blanc. Alors ici, maintenant, sauf que quand je vais chercher HP, je dois afficher le mot-clé sur la zone de texte. Alors comment je vais faire ça? Ben ici, donc, input type text, name, mot-clé, value. Alors c'est quoi la valeur? À nouveau, on va utiliser encore $. Je vais vers le modèle. Je sais que dans mon modèle, j'ai un attribut qui s'appelle mot-clé. Et j'ai réglé le problème. Pour le reste, peut-être le modèle. Exactement. Donc quand j'affiche HP, donc il va rester sur la zone de texte. C'est bon? Alors vous voyez donc ici, donc j'ai utilisé que Servlet JSP, j'ai utilisé GDVC, pas de framework. Mais c'est bien ça l'architecture J2E. C'est-à-dire dans la technologie de base, c'est ça. Mais on va voir que bien sûr on pourrait améliorer encore plus le travail. Alors, si vous tapez, regardez, si vous tapez maintenant AA.do, qu'est-ce que vous avez? En fait, on appelle toujours le même contrôleur. Qu'est-ce qu'il fait le contrôleur? Vous voyez, donc il teste. Ici, on teste. On répond que avec index et chercher. Alors, mais par contre, si vous mettez ici else à la fin, c'est-à-dire s'il y a... Alors, généralement, ici, il faut quand même générer un message d'erreur, comme quoi cette action n'est pas disponible. Alors, comment on le fait? Vous pouvez utiliser l'objet response .set status. Set status. Set error. Send error. Send error. Et dans send error, vous utilisez l'objet response. Il y a des codes d'erreur. Il y a plein de codes ici. Donc, par exemple, status code. Si vous mettez par exemple bad gateway, bad request, bad, vous mettez par exemple not found. Vous dites par exemple l'action not allowed, no contact, not found par exemple. Not found, c'est quel code? C'est 403, n'est-ce pas? 404, oui, tout à fait. Alors, on la laisse. Alors, si vous mettez maintenant AA.do, votre contrôleur, il va vous donner quelque chose. On attend qu'il redémarre. Voilà. Regardez ce qu'il vous donne. Ça, c'est 404. Cette action, vous pouvez même personnaliser, vous dites le message, cette action n'est pas disponible, mais vous dites là, il faut absolument faire index point, n'est-ce pas? Ou bien chercher point 2. Alors, au lieu de point 2, vous pouvez mettre